toute l'équipe du forum, nous sommes heureux de vous accueillir ici au quartier des Célestins, au cœur de Paris, mais également en distanciel, car vous êtes nombreux inscrits en ligne, et donc soyez aussi les bienvenus. Pardonnez-nous, on ne peut pas vous partager le croissant, le café et le fruit, mais le cœur y est, et merci d'être fidèles à notre forum. Alors, vous savez que très souvent, quand on parle de cyber et de la cybersécurité, on pense aux atteintes sur la couche physique, sur la couche, logique, c'est-à-dire en fait les hackers, la pénétration frauduleuse, le maintien frauduleux, l'atteinte aux données, l'entrave. Et on réfléchit assez peu sur d'autres problèmes qui peuvent se poser dans cette continuité de notre réseau. On a beaucoup parlé ici au forum de la couche physique. Il suffit de couper les câbles sous-marins, il suffit de couper la fibre optique pour priver l'Internet d'un certain nombre de personnes. Donc, cette couche physique, elle mérite aussi un regard particulier. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un préfet en France qui a une carte de son département avec l'ensemble de l'infrastructure numérique, ce qui fait fonctionner Internet, les data centers, les antennes, les fibres. Rien aujourd'hui n'est planifié cartographié. Ce n'est pas ce sujet que nous allons aborder ce matin avec, pour animateur, Charles Citroën de notre équipe, qui va présenter nos intervenants. Ce matin, on va s'intéresser aux fréquences. Et pourquoi c'est ici un lieu particulièrement choisi? C'est qu'en 1988, vous me direz que c'est au siècle dernier, c'est ancien, la gendarmerie a choisi un réseau numérique, le premier réseau numérique au monde de télécommunications, le réseau Ruby. Et c'est un réseau qui est à la fois un réseau d'infrastructure avec du filaire et aussi un réseau avec du hertzien. Et on a vu, nous, ce que représentait le hertzien dans les crises, et notamment la tempête Klaus, où les seules communications qui existaient encore entre, par exemple, le préfet et les maires passaient par le réseau Ruby qui fonctionnait encore parce que les poteaux n'étaient pas tombés, parce que les câbles n'étaient pas arrachés, parce que le hertzien fonctionnait. Et aujourd'hui, beaucoup de nos applications numériques passent par les fréquences, par le hertzien, et notamment, on le voit de plus en plus avec l'Internet des objets. Demain, si on développe les satellites d'une manière plus importante qu'aujourd'hui, aujourd'hui 99% de nos échanges transcontinentaux se font par câble sous-marin, 1% par satellite, mais on sait très bien qu'avec Telsat ou OneWeb, eh bien, il y a une volonté de monter en puissance et d'avoir effectivement des capacités de ce niveau. Alors, les fréquences, finalement, c'est immatériel, mais ça se brouille. Et c'est pour ça que ce matin, nous nous sommes réunis pour en parler avec des personnalités que je salue. Et donc, on verra avec vous quels sont les enjeux et quelles sont les nécessités pour nous aujourd'hui de mieux protéger notre espace numérique face à ces dangers. Voilà, donc je passe la parole à Charles Citroën qui a préparé cette matinée. Je le remercie, je remercie Alexa, toute l'équipe. Et donc, merci Charles de prendre la place et vous pouvez la garder. Merci mon général pour cette introduction. Donc, on est réunis ici aujourd'hui à la caserne des Célestins pour parler du brouillage. Donc, on verra dans quelle mesure un brouillage peut être aussi grave qu'une attaque informatique, dans quelle mesure le brouillage peut aussi être considéré comme une menace cyber à part entière. Et puis on évoquera bien sûr au cours de cette matinée les moyens de réduire le risque de brouillage. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais il y a des moyens qui permettent de les réduire. Et comment accroître sa résilience lorsqu'on est victime d'actions liées à ce sujet du brouillage. Donc, pour en parler ce matin, un panel disons, assez riche. Donc, si je commence par la présentation, juste à côté de moi, donc, on a Catherine Gabet. Donc, Catherine Gabet qui travaille pour une agence qui gagne à être connue, qui est l'Agence nationale des fréquences. Vous allez bien sûr nous en parler ce matin. Vous êtes directrice adjointe du contrôle du spectre au sein de cette agence. Si je continue, donc, on a Monsieur Desroches qui travaille au sein du groupe Sistra, qui est un groupe d'ingénierie spécialisé dans le domaine des transports et qui est actuellement
en mission chez SNCF Réseau. Ensuite, on a deux intervenants d'Orange ce matin. Tout d'abord, Sarah Bertoglio, qui est d'ailleurs, il me semble, une ancienne de l'ANFR et qui, je ne sais pas si je dois le dire, qui est responsable de la stratégie des fréquences. À ses côtés, Olivier Béguin, donc, qui est commandant de bord de 787 et qui est également conseiller pilote à la direction de la sûreté d'Air France. Et puis, donc on a encore deux intervenants, parce qu'il y a un intervenant à distance qui va intervenir dans quelques instants. Donc, à ses côtés, une autre personne d'Orange, Stéphane Tella, qui est directeur lutte contre la fraude et revenu assurance chez Orange. Et également une personne à distance, Benoît Roturier, donc, qui lui également est spécialiste en matière aérienne, puisqu'il est directeur de programme CNS au sein de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc, n'hésitez pas aussi, au cours de votre première prise de parole, à vous présenter, surtout à présenter vos activités de manière succincte et de manière à compléter ce bref propos introductif. Et puis, comme vous le savez aussi, la salle aura la possibilité de poser des questions. Et puis également, pour la centaine de personnes qui nous suivent à distance, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on essaiera d'en sélectionner quelques-unes après 10 heures. Tout d'abord, je vais commencer par vous, Catherine Gabet. Si quelqu'un a, par exemple, un répéteur téléphonie mobile non autorisé qui utilise la bande 900 de façon illégale et qui dérive, comme c'est souvent le cas, il va émettre finalement qui ne sont pas les signaux de l'opérateur par-dessus les signaux de l'opérateur. Tout ça va créer un joli mélange et ça va contribuer à brouiller toute la bande 900 sur toute la portée finalement de l'antenne de l'opérateur. Donc ça peut être dû à des appareils radio qui sont dans des fréquences non autorisées, ou qui dérivent, ou bien tout ce qui est parasite électromagnétique, et donc tout équipement avec de l'électricité dedans est potentiellement une source de brouillage. Un câble HDMI mal blindé, une lampe LED, des lampes, on a fait changer un éclairage UV d'une boutique dans un aéroport que je ne nommerai pas parce que ça brouillait un réseau justement de police et pompiers de l'aéroport. Voilà, donc tout équipement qui ne soit pas conforme, donc acheter des équipements conformes, RAID, avec le marquage CE, il faut les entretenir aussi, les maintenir, parce que l'effet va être effectivement la rupture finalement de services radio ou la dégradation. Si on dégrade des services de communication électronique d'opérateurs mobiles, ça peut être des appels qui coupent, ça peut être une moindre capacité Internet, mais ça peut être aussi des appels qui ne passent pas, type des appels d'urgence, type FR alerte qui ne passe pas, et on sait que c'est quand même particulièrement utile. Et puis, des téléphones grave danger. Donc, on peut avoir toujours des effets économiquement graves, mais également des effets dangereux. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle de la NFR pour lutter contre ces menaces en termes de brouillage? Oui, alors, il ne faut pas faire uniquement peur. Donc, en France, comme dans les autres pays, une agence nationale qui a en charge à la fois la gestion des fréquences, la planification internationale, puisque il y a aussi des évolutions régulières finalement des bandes de fréquences, des usages, parce qu'il y a des nouveaux besoins, donc il faut réintégrer dans la bande de fréquences que je vous ai montré finalement des usages complémentaires en parallèle ou à côté ou à la place de. Donc c'est tout un travail d'orfèvre avec des règles justement très précises, et ces règles sont là pour éviter les brouillages, donc il faut les connaître. La NFR est là pour à la fois planifier justement ces nouvelles bandes de fréquences avec les institutions internationales, bien entendu, mais pour défendre les positions françaises. Également, donner des autorisations d'émettre après avoir étudié les dossiers d'antennes qui sont plus de 5 watts, ou avoir la déclaration de celles qui sont entre 1 et 5 watts pour justement éviter aussi des brouillages qui pourraient avoir lieu. Et enfin, au niveau du contrôle, la NFR, qui est une agence d'État sous tutelle de Bercy, s'occupe de faire en sorte de protéger l'espace hertzien des brouillages en préventif, en curatif. Et en curatif, effectivement, les brouillages qui nous sont signalés, donc les victimes ont intérêt à nous connaître. Je dirais que les victimes principales classiques nous connaissent très très bien, tous les opérateurs mobiles qui sont quand même ceux qui sont le plus touchés, mais sur l'aviation civile, la SNCF, la météo, mais également des particuliers qui de temps en temps peuvent ouvrir leur porte de garage avec leur télécommande parce que peut-être il y a un équipement électrique qui est en défaut dans la rue, comme c'est parfois arrivé.
Merci pour Catherine pour ce propos introductif. Donc, on a bien compris que les opérateurs mobiles étaient les plus touchés. Donc, maintenant, je vais m'adresser à Orange pour savoir un petit peu à ce que, notamment Sarah Bertoglio, qu'est-ce que vous inspire cet exposé préliminaire de Catherine? Quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face au quotidien en termes de brouillage et est-ce qu'elles sont amenées à évoluer dans le temps? Merci beaucoup, Charles. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup à tous, bonjour à tous. Donc, merci, je peux que souscrire à ce que Catherine vient de dire. Nous, en tant qu'opérateurs, on fait face à des brouillages plus ou moins importants. Je souhaiterais revenir, je ne sais pas si j'ai la possibilité d'afficher les slides. Je souhaiterais revenir sur ce que vient de dire Catherine. Ils sont un peu après. Oui. D'accord. Voilà. Merci. Donc, je réponds à ce que vient de dire Catherine sur la directive RED et sur les produits qu'on peut trouver sur le marché. Comme vous savez, ils doivent, et ce que vient de dire l'NFR, les produits doivent respecter une directive qui après permet d'avoir le marquage CE. Donc, c'est le marquage qui permet après d'utiliser les produits. Et j'ai voulu remettre ce passage parce que je le trouve assez important dans les exigences essentielles. Vous voyez le numéro 2. Il est dit que les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement les spectres radioélectriques et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables. Donc, effectivement, lorsqu'on veut utiliser un produit, il faut qu'il puisse avoir ce marquage. Mais pour avoir ce marquage et pour pouvoir respecter ces exigences, il y a des études techniques qui sont faites en amont au niveau international, avec des discussions qui sont au sein de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Et après, c'est décliné aussi au niveau européen avec la CEPT, qui après échange aussi avec l'INSI, donc pour la création et la publication des normes. Donc, c'est basé sur donc, les études techniques qui sortent de la CEPT. Et à la CEPT, il y a plusieurs acteurs qui participent aux échanges des études techniques. Et ces études techniques sont faites pour permettre de cohabiter, d'utiliser de nouvelles fréquences ou des fréquences qui étaient attribuées précédemment à d'autres utilisateurs. Donc, je vous ai remis ici l'image du tableau national des fréquences français que Catherine vient d'afficher, mais aussi celui américain pour montrer deux exemples, mais il y en a bien d'autres, pour montrer qu'en fait, partout, le spectre, il est très convoité, très utilisé, et il n'y a pas forcément beaucoup de place. Et donc, il faut jongler entre tous les utilisateurs, il y a les différents usages, les différentes péculiarités qu'on peut avoir, parce qu'il vise aussi la loi de celui qui est déjà présent, mais il doit être protégé s'il reste dans les fréquences en question, dans lesquelles un opérateur veut pouvoir s'insérer. Et donc, il y a une loi, on dit, mais bien sûr assez connue, il faut protéger ce qui existe, il faut protéger les utilisateurs en mode adjacent. Et donc, du point de vue de l'opérateur, d'un opérateur mobile, on peut, je dirais, diviser en deux parties le brouillage. Un brouillage qui est connu et qui est pris en compte lorsque on utilise, on fait des études techniques. Je ferai un exemple tout à l'heure. Lorsqu'on a eu l'introduction du LTE, la 4G, dans les bandes 800 et 700, ces bandes-là étaient utilisées précédemment par la TNT. Donc, il y a eu un premier dividende numérique, un deuxième dividende numérique qui ont fait que la TNT libère un certain nombre de bandes. Cependant, il y avait toujours des produits, donc des antennes, des réceptions télévisuelles, qui travaillaient toujours dans les bandes, dans les anciennes bandes, dans les bandes dans lesquelles la téléphonie est arrivée. Et donc, il fallait prendre en compte la protection de ces produits. Et ce qu'on a pu faire côté opérateur, côté Orange, SFR, Bouygues et Free, c'est prendre en compte cette péculiarité, ces caractéristiques, et protéger
la réception de la télévision. Donc il y a toute une procédure qui a été mise en place pour faire ça. Il y a d'autres cas similaires. Comme je disais, à chaque fois, il faut faire très attention, il faut étudier la situation. Cela nous amène aussi à avoir des produits comme le spectre convoité, avoir des produits qui ne peuvent pas être parfaits. C'est là parce que les acteurs sont beaucoup. Il y a un intérêt de plusieurs sociétés pour pouvoir produire des filtres, du matériel qui puisse nous permettre d'émettre dans les bandes convoitées par les opérateurs. Et ce qui fait que finalement, il y a aussi une espèce de la poule et l'œuf entre il faut réduire au maximum les coûts pour permettre d'avoir des produits et les vendre à plus de sociétés. Et aussi, il faut avoir des trucs performants pour que tout puisse marcher correctement. Donc, nous, on jongle entre ces brouillages qui sont maîtrisés parce que finalement, on arrive à mettre en place des procédures de coordination avec les acteurs et des brouillages qui ne sont pas connus et qui peuvent apparaître à n'importe quel moment. C'est que justement, on aimerait savoir, notamment pour ces brouillages non connus, comment est-ce que vous fonctionnez avec la NFR, comment est-ce que vous leur signalez ces brouillages pour qu'ils soient traités par la NFR. N'hésitez pas également à détailler encore plus le type de brouillage que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Alors, si vous pouvez juste mettre notre transparence, ça permet aussi de vous montrer. Donc là, juste en haut, c'est l'exemple que je vous montrais côté qualité. Il y a un élément que je ne vais pas citer, et pareil, là, dans ce cadre-là, c'est connu, c'est connu, mais c'est difficile à contrôler, c'est le plan de fréquence qui peut varier entre un pays et l'autre. Alors, en Europe, bien sûr, on a tous le plan européen. Cette problématique, on l'a aux Antilles. On a des pays qui n'ont pas le plan européen, et donc on se trouve au niveau des îles à avoir deux îles assez proches, par exemple Antigua et la Guadeloupe et Martinique, qui ont deux plans de fréquences différents. Et donc finalement, les opérateurs utilisent les fréquences pour émettre, et de l'autre côté, ils les utilisent pour le recevoir. Donc, au même endroit, deux types de transmissions différentes qui peuvent créer des brouillages si on ne fait pas attention, ou des fois on peut faire attention, mais les propagations font que des fois on ne peut pas trouver des vraies solutions pour combattre cela. Donc à ce moment-là, on n'allume pas les sites mobiles, il y a des choses qui sont mises en place. Plus dans les détails, si on parle du terrain, donc pour nous, on a un brouillage. L'intensité du brouillage peut varier, peut être très forte, comme le cas qui venait de citer Jennifer Catherine avec le répéteur. J'ai voulu vous montrer qu'un répéteur, on ne coûte pas très cher. Donc, n'importe qui peut l'acheter. Je mets un exemple n'importe qui peut acheter un répéteur pour améliorer une couverture. Cependant, l'utilisation de ces répéteurs n'est pas autorisée parce qu'ils utilisent des fréquences qui ne leur appartiennent pas. Ils ne sont pas attribués à des particuliers ou à des privés, ils sont attribués aux opérateurs mobiles. Et lorsqu'un répéteur il est installé, il peut créer des gros brouillages vis-à-vis des sites mobiles environnants parce que le réseau mobile est optimisé, il est au maximum pour fournir une bonne qualité de service. Et cela, ça correspond à une nouvelle antenne qui sort de nulle part et qui brouille des sites environnants. Donc, selon la situation, on peut avoir des grosses zones de brouillage. Et dans ces cadres-là, la première chose qu'un opérateur fait, c'est déjà, au travers des KPI, de comprendre quel type de brouillage on a, sur quelle fréquence, essayer d'évaluer dans quelle zone on peut avoir ce problème, et tout à peu près peut arriver. Et après, il contacte la NFR pour déjà avoir leur avis, leur support, et retrouver la zone dans laquelle, l'endroit dans lequel le brouilleur est installé, pour ensuite intervenir, parce que nous, on n'a pas le droit d'intervenir. Donc, la NFR nous aide beaucoup avec ça, bien sûr.
si je peux me permettre, je voulais remercier tous les collègues qui, tous les jours, essaient de travailler sur ce sujet, de nous fournir un réseau avec une qualité très bonne, une bonne qualité de service pour les usagers. Et je remercie aussi les RNFR pour les dans ces cas. Donc, juste ici, voilà, je vous ai montré un cas d'un amplificateur en brouilleur, un autre cas d'un modem. Ces deux images, ces deux cas de brouillage qu'on a pu avoir sur le terrain. Celui-là, c'est un casque audio qui utilise des fréquences libres. Normalement, il doit utiliser des fréquences libres. Et dans ces cadres-là, il a changé sa fréquence et il est passé sur des fréquences opérateurs. Et donc, il nous a brouillé. Donc, dans ces cadres-là aussi, on a travaillé avec l'UNFR. Et l'autre, c'est un modem qui est installé sur ou des voitures ou des engins, des chantiers. Et dans ces cadres-là aussi, on a eu des problèmes de brouillage. Merci pour toutes ces précisions, Sarah. On va parler dans quelques instants du secteur aérien et du secteur ferroviaire. Mais avant ça, j'aimerais vous poser, à tous ceux qui souhaitent y répondre, une question sur les liens avec la cybersécurité. On pense notamment au service qui peut être une passerelle entre les deux. Et j'aimerais savoir, par exemple, comment est-ce qu'un CISO, un RSSI, doit prendre en compte le risque lié au brouillage dans le cadre de son analyse de risque. Je vais bien commencer. C'est une analyse que l'ANFR fait depuis un moment parce que, en fait, le brouillage, les radiofréquences servent à transmettre des informations, des ordres, dans un sens, dans un autre, et le brouillage, finalement, empêche cette transmission de data ou d'informations ou de communication. Donc, elle empêche, finalement, la disponibilité de certaines données. Donc, le défaut de disponibilité, c'est une des trois menaces cyber. Donc, l'effet, c'est comme l'effet d'une attaque informatique. Et donc, je considère que c'est une menace cyber, une menace à la sécurité numérique. Quand on voit cyber-OT, cyber-IT, etc., enfin, OT, c'est la cybersécurité de l'industrie, plutôt industrielle, la cybersécurité des systèmes d'information. Enfin, il y a plein de choses différentes et j'ai l'impression qu'il y a quand même ce qui est important, c'est de considérer les choses de façon globale et de ne pas oublier un risque. Et le risque finalement de ne pas pouvoir avoir la disponibilité d'une donnée du fait d'un brouillage semble être quelque chose qui est dans le portefeuille de risque qui doit être analysé par le RSSI ou le responsable de sécurité numérique ou le responsable cyber-OT pour la cybersécurité industrielle. C'est essentiel. Dans le guide de l'ANSSI sur les IoT, le brouillage apparaît. Pas énormément de choses dessus, mais il apparaît. Donc c'est bien considéré comme une menace. Quand on considère le brouillage du GPS qui empêche d'avoir de la synchro pour des data centers et autres qui sont au GPS, c'est aussi une menace finalement quand même assez cyber, puisque le système d'information après il marche plus très bien. Donc je pense que c'est de le considérer à cet endroit-là pour pouvoir être prêt et augmenter sa résilience, de savoir que ça existe, et savoir que la NFR existe, parce que si on est victime d'un brouillage, j'ai oublié de dire, on est la police du spectre, on a des pouvoirs d'enquête et de constatation, on a des matériels très sophistiqués pour aller rechercher les sources de brouillage, et les brouillages, c'est un délit au sens de la loi, donc on peut faire un PV d'infraction transmis au procureur, il peut y avoir des suites pénales quand c'est nécessaire pour les choses qui sont réellement offensives, volontaires, ou de la négligence constatée. La négligence fait partie aussi finalement de certaines volontés. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des menaces au monde numérique, parce qu'on ne pense pas à l'augmentation finalement de la numérisation sans penser en même temps à l'augmentation des liaisons sans fil. Et le DSI s'occupait du Wi-Fi. Maintenant, le DSI se trouve confronté avec la 5G industrielle. Donc on voit aussi ce côté plutôt positif avant les risques. Il y a cette finalement hybridation, cette convergence en fait entre l'informatique et les télécoms. Avant, on disait TIC, Technologie d'information et de la communication. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu à un moment, c'est devenu IT. Mais je pense qu'il faut y revenir. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou sinon on peut passer maintenant
des cas extrêmement concrets en matière aérien et en matière ferroviaire. Donc, je propose qu'on entame par le secteur aérien, étant donné qu'on a deux experts présents au sein de ce panel. Donc, je vais commencer par vous poser deux questions. La première concernant un petit peu l'utilisation des signaux GPS par l'aviation civile. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut faire un petit peu un état des lieux? Et puis également exposer un petit peu le panorama de la menace en matière de brouillage tel qu'il pouvait exister il y a 10-15 ans, avant des mutations récentes orchestrées par certains conflits, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine. Donc je propose que Olivier vous... Oui, merci Charles, bonjour à tous et à toutes. Donc juste deux mots sur mon rôle chez Air France. Donc moi je suis commandant de bord sur 787. Donc à ce titre, j'ai été confronté plusieurs fois à des brouillages ou des leurrages GPS, on verra la différence ensuite. Et puis également au sein de la direction de la sûreté en tant que conseiller. Donc, mon rôle principal, c'est d'organiser nos opérations dans un contexte géopolitique qu'on connaît tous, hein, avec notamment une étude de risque en termes de brouillage. Alors, dans l'aviation, quand on parle de brouillage, aujourd'hui, c'est du brouillage GPS, du signal GPS. Hein, c'est 99% du brouillage. GPS, comment on l'utilise à bord d'un avion? Alors, on l'utilise pour trois systèmes, en fait. On va l'utiliser pour naviguer, hein, donc naviguer en route, donc tout simplement suivre des routes aériennes qui sont données par le GPS. Ça, c'est la première chose. On va l'utiliser pour se poser, pour atterrir, hein, puisque quand on atterrit sur un terrain, on suit une trajectoire qui est imposée, qui permet d'organiser le trafic et qui permet de nous séparer également des reliefs, des antennes, etc. Donc on suit cette trajectoire, ça peut être une trajectoire GPS, donc on utilise ce signal pour ça. Et la dernière chose, eh bien, c'est pour protéger les avions du relief. Alors évidemment, ce n'est pas le moyen primaire, hein, on a des attitudes de sécurité, en tant que pilote, on est responsable de les respecter, et on vole au-dessus des montagnes, bien sûr, mais on a une plaque de protection, qu'on appelle GPWS, peu importe, non, en tout cas, c'est une photographie du relief planétaire qui est à bord des avions, et qui va utiliser notre position GPS, et si ce système détecte par rapport à notre position en 3D, eh bien, on est trop proche d'une montagne, d'une colline, etc., ben, on va avoir une alerte assez forte, hein, une alerte qu'on prend en compte immédiatement, et qui va nous amener jusqu'à mettre plein gaz et remonter très très rapidement pour sortir. Donc c'est une plaque de protection, on appelle ça une plaque de rhizome, voilà, qui va nous protéger. Donc ces trois systèmes sont utilisés par le GPS. Et aujourd'hui, effectivement, pour revenir à la question par rapport au conflit, donc jusqu'alors on avait des brouillages très ponctuels, souvent liés à des perturbations, ça pouvait arriver en France, ça arrive encore à Lyon, à Nantes. Aujourd'hui, avec les conflits planétaires qu'on connaît tous, on est confronté à des brouillages GPS à peu près, je sais pas, 20-30 fois par jour. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, Air France, c'est 1000 vols par jour. Vous savez, depuis le conflit en Ukraine, on ne survole plus la Russie. Donc, ça, c'est une décision politique. La Russie, c'était le passage obligé pour toutes nos destinations Asie. Donc, il a fallu trouver des routes alternatives. Et ces routes alternatives, eh bien, maintenant, elles passent par l'Iran, l'Irak, la mer Noire, etc. Des zones, évidemment, où il y a des conflits soit actifs, soit latents. Quand on passe à proximité de ces zones, on a en général un brouillage GPS qui va dans l'avion, va recevoir des alarmes, hein, des alertes qui disent que le GPS ne fonctionne pas. Voilà. Alors, pas de panique, hein, je ne vais pas faire peur, c'est pas le but, hein, vous êtes tous des clients réguliers d'Air France, potentiels, j'espère. Voilà, ça marche très bien, on a plusieurs systèmes de navigation, le GPS en est un, c'est un système très précis, mais on a deux autres systèmes de navigation qui sont la navigation inertielle et la navigation régionale, qui nous permettent de naviguer en toute sécurité. Benoît, est-ce que vous souhaitez compléter et ou alors évoquer les mesures prises par la DGAC pour faire face à ces problématiques de brouillage? Oui, bonjour à tous. Peut-être juste rappeler que... Vous m'entendez? Oui, d'accord. Oui.
Donc peut-être rappeler que les systèmes de télécommunication entre les avions et les tours de contrôle, ça s'organise en 3 fonctions. On a parlé du GPS qui est la navigation, mais il y a aussi le C qui est pour les communications et le S pour la surveillance. Donc c'est pour ça qu'on parle de CNS, c'est le trépied des fonctions vitales de connexion d'un avion avec les services contrôle aériens. Et c'est ça qui nous permet de faire du service contrôle aérien. Alors effectivement, historiquement, on a l'habitude de gérer des interférences sur un peu ces 3 fonctions. On le fait avec la NFR comme partenaire depuis de nombreuses années et ça marche relativement bien. C'est vrai qu'avant de voir les brouillages de grande ampleur là, sur les zones de conflit, on avait plutôt l'habitude de gérer des brouillages locaux. Alors, par exemple, sur les systèmes de communication VHF entre la tour et l'avion, bah, on avait des parades assez simples, c'était changer de fréquence. Hein, donc, on avertissait qu'on changeait de fréquence les usagers, et puis ça marchait relativement bien. Dans les années 2000-2010, on a commencé à déployer massivement de la navigation par satellite en France. Et donc, on s'est posé effectivement à cette époque-là les questions également de comment on gérait les brouillages de cette fonction GPS. Alors, jusqu'à présent, on était confronté, comme disait Olivier, à des petits brouillages locaux. Alors, je disais, c'est toujours le cas en France. Les brouillages évoqués par Olivier précédemment, c'est les zones de conflit. En France, on n'est pas atteint par cette situation-là. En tout cas, aujourd'hui, ce qui n'empêche pas, on pourra en reparler peut-être, de nous y préparer si jamais ça devait arriver un jour. Donc voilà un petit peu l'état de la situation. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit bien avec tous les reports des compagnies aériennes qui sont massifs et qui croissent en flèche qu'on est en train de changer de dimension et de changer d'air pour ces brouillages, en particulier pour les systèmes de navigation par satellite. Ça pose un certain nombre de questions, notamment parce que on a des nouvelles menaces. Je pense qu'on va en reparler. Enfin, nous, on fait un peu la distinction au niveau des brouillages entre ce qu'on appelle les brouillages classiques et puis le leurrage. Je pense qu'on va en redire quelques mots. Et on voit aussi apparaître ces nouveaux cas aujourd'hui autour des zones de conflit, ce qui soulève des nouvelles interrogations. Je pense que ça nous intéresse tous que vous détaillez un petit peu sur ce distinguo entre le brouillage, le leurrage, la montée en puissance de brouillage de plus en plus puissant et de ce phénomène de leurrage, et que vous nous expliquiez aussi un petit peu tous les deux, si possible, comment est-ce que vous faites non seulement pour anticiper tout ça, mais aussi pour faire face aux éventuels dommages collatéraux en la matière. Oui, donc je pense que ça. Oui, on distingue dans l'aviation les 2 types de perturbations. Il y a le brouillage GPS et le leurrage GPS. Donc en anglais, ça donne entre le jamming et le spoofing. On trouve dans de nombreux articles. En fait, jusqu'alors, on était confronté au brouillage GPS. Et aujourd'hui, les constructeurs des avions, Boeing, Airbus, ont conçu les avions pour lutter contre le brouillage GPS. C'est-à-dire que le signal arrive brouillé ou n'arrive plus du tout, et le système va repérer ça, et du coup, ne va plus tenir compte du GPS, et on va passer sur un mode de navigation alternatif. Donc ça, c'est le brouillage. Ensuite, le leurrage, ça c'est quelque chose, c'est un phénomène auquel on est confronté depuis, pour être très large, moins de 2 ans. C'est les premiers cas, et c'est quelque chose qu'on prend tout à fait au sérieux. Donc là, dans ce cas-là, le signal n'est pas brouillé, c'est un faux signal qui est envoyé dans une zone. Hein. Alors, quand même, je tiens à préciser que l'aviation civile n'est pas visée. Nous sommes des victimes collatérales. Hein. C'est pourquoi on trouve ces brouillages dans les zones de conflit, ou c'est le leurrage, c'est des zones où il y a des drones, où il y a des missiles qui sont guidés par le GPS, et on veut brouiller ces types d'armements. Nous, on est victime collatérale, et donc là, notre système va recevoir un signal, mais qui est un signal qui est un faux signal. Voilà. Donc, les avions n'ont pas été conçus par les constructeurs pour recevoir du faux signal, puisque vous savez que entre le premier coup de crayon et la sortie du premier avion, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, il y a plusieurs dizaines d'années, il n'y avait pas ce phénomène. Donc, on le prend très au sérieux. Voilà. Alors, pour l'instant, ce sont des brouillages qui sont pas à la portée des particuliers. Hein. C'est un brouillage étatique, puisqu'il faut une certaine puissance pour émettre dans une zone et notamment à 10 km d'altitude. Donc, c'est plutôt des brouillages étatiques et ce sont des brouillages qui sont relativement basiques. C'est-à-dire qu'on
on va faire croire à l'avion, on va faire croire au missile ou au drone qu'il est sur une position fixe, voilà, qui n'évolue pas, donc le système les détecte assez rapidement. Néanmoins, par rapport au troisième système dont je parlais tout à l'heure, le système qui nous protège par rapport au relief, ben, ce système-là n'a pas été conçu pour écarter un faux signal et il va réagir, il va nous envoyer des alarmes qui sont liées à une proximité de relief à cause de ce leurrage. Et aujourd'hui, donc, on a modifié nos procédures avec les constructeurs, bien sûr, ça se fait toujours avec Boeing et avec Airbus. Et dans ces zones, alors je ne sais pas, il y avait une carte des brouillages GPS, on utilise une carte pour naviguer. Voilà, donc c'est une carte qui est à la disposition de tous les pilotes d'Air France. Et puis on voit toutes ces zones un peu violettes sont les zones dans le monde où on va trouver du brouillage GPS. Donc très facilement, évidemment, mer Noire et puis le Proche-Orient, la Chine, la Russie. Là-bas au nord, on a beaucoup de brouillage aussi, c'est des brouillages russes entre la Finlande et Kaliningrad. Et puis ici également du côté de la Thaïlande. Voilà, donc dans ces zones, on est averti, on est sensibilisé, on va double-checker la navigation avec d'autres systèmes, on va faire très attention, et on va déconnecter un certain nombre de systèmes. Alors, il y a plusieurs conditions, évidemment, pour les déconnecter. Déconnecter ces systèmes de protection pour ne pas avoir d'alarme pendant Merci beaucoup. Et Benoît, est-ce que de votre côté, vous souhaitez compléter sur le spoofing, le jamming et l'adaptation nécessaire au niveau notamment des constructeurs aéronautiques? Alors, oui, alors donc, côté constructeur aéronautique, comme Olivier le disait, ça va prendre un peu de temps. Donc ça y est, maintenant la menace est bien prise en compte. C'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait au niveau expert. C'est enfin l'arrivée pratique de cas de leurrage qui affecte de façon sérieuse des avions. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on fait aussi, nous, en France, au niveau de la DGAC, de la Direction Générale d'Aviation Civile. Donc, on prend aussi tout ça très au sérieux, bien sûr, bien qu'on ne soit pas impacté. Hein, on le voit sur la carte d'Air France. On n'est pas répertorié, heureusement, encore comme une zone à fort niveau de brouillage-leurrage. Par contre, on s'y prépare. On veut être prêt. Donc, plusieurs actions déclenchées ces dernières années. D'une part, on fait une cartographie complète de notre système fonctionnel, c'est-à-dire le GPS, comme vous le savez, c'est très bien, c'est très souple. On en met partout, dans les serveurs de temps, dans les systèmes de télécom, pour synchroniser des applications qui n'ont rien à voir avec la navigation. Et donc, on peut vite devenir, si on ne fait pas attention, très vulnérable à une période où on aurait un brouillage de grande ampleur sur la France. Donc ça, on le regarde, on cartographie, on essaie de comprendre la vulnérabilité de notre système. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup évoluer, par exemple, nos serveurs de temps ces dernières années pour qu'ils soient et qu'ils puissent commuter sur une autre source de temps que le GPS si jamais on perd GPS. Deuxième action qu'on mène actuellement, on a un concept opérationnel et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si on perd le GPS sur toute la France ou sur une grande partie de la France? Comment on fait ça? Comment on gère ça? Puisqu'on va avoir énormément de reports à la fréquence de pilotes qui nous signalent des pertes. Enfin, ça devient une situation assez confuse. Donc, on a défini un concept opérationnel pour gérer cette situation. Si la crise est vraiment sérieuse, le résultat, c'est qu'en fait, on va vider le ciel. On va poser tout le monde. On va voir d'où vient ce brouillage de très grande ampleur. Et puis, on redémarrera le trafic avec des moyens alternatifs. Comme expliquait Olivier, on a des moyens alternatifs pour naviguer en fonction de la situation. Donc voilà un petit peu les actions qu'on mène côté français. Et puis dernier point, côté normalisation aéronautique, on participe beaucoup aux travaux d'évolution des avioniques à bord des avioniques. Et donc on travaille maintenant pour faire évoluer, pour robustifier les avioniques par rapport à ces menaces-là qui effectivement n'ont pas été pris en compte. En tout cas, la menace leurrage, c'était plutôt les avions militaires qui étaient prévus fonctionner en situation de leurrage, pas les avions civils. Maintenant, on comprend qu'il faut commencer à se préparer à cette situation-là. Donc, ça amène pas mal d'actions au niveau international. Et est-ce que vous souhaitez réagir de votre côté à ces… Non, c'est tout à fait ça. Mais je préfère quand même enfoncer le clou. Hein, ça ne pose pas aujourd'hui de problème direct, primaire de sécurité des vols. C'est brouillage, leurrage. Ça peut être, vous savez qu'un accident, c'est toujours
plusieurs facteurs. Ça peut être éventuellement un facteur contributif, mais surtout, ça pose des problèmes d'organisation de trafic, puisqu'en fait, je disais tout à l'heure que nous avons 3 systèmes de navigation. Avant le GPS, on savait naviguer, sur 747, on naviguait très bien avec des centrales inertielles. On navigue toujours avec des centrales inertielles, mais ce n'est pas la même précision. Et qui dit précision dit nombre d'avions dans l'espace aérien, espacement des avions, etc. Donc dès qu'on a ces problèmes de brouillage, si ça devait arriver en France, ce que disait Benoît, à ce moment-là, on perdrait énormément en précision de navigation et on devrait, ça provoque des retards, des annulations de vol, etc., ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Merci pour tous ces points sur le secteur aérien. Donc, vous pourrez bien sûr poser des questions là-dessus dans quelques minutes. Je propose à présent qu'on passe au secteur ferroviaire, puisqu'on a un expert ici qui est François Desroches. Donc François, est-ce qu'il y a des similitudes entre ce qui vient d'être dit concernant le secteur aérien et le secteur ferroviaire, et de manière concrète, comment est-ce que ça se matérialise dans votre domaine, ces sujets de brouillage? Merci beaucoup. Ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup, Charles. Donc, effectivement, je me présente François Desroches. Donc, je travaille pour la société Sistra, qui est une société d'ingénierie et de conseil dans le domaine des transports publics et des transports ferroviaires. Et j'assure actuellement une mission de conseil et de support à l'expertise au niveau radio au sein de SNCF Réseau, qui est donc le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires en France. Alors, en termes de similitude, on a des approches. Je ne vais pas trop parler du sujet GPS, même si le GPS est bien entendu utilisé massivement dans le domaine du transport ferroviaire. Mais le système GPS n'est pas utilisé pour des besoins d'application de localisation critique. Nous avons d'autres systèmes qui permettent de pouvoir localiser les trains de manière plus précise et plus sécurisée également. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet GPS. Nous, les problématiques de brouillage ou de perturbation sur les réseaux télécoms, et je parle bien de réseaux télécoms, puisqu'on n'en a pas qu'un seul. Nous avons plusieurs réseaux qui sont de taille plus ou moins variable. Nous avons des réseaux locaux d'entreprises qui gèrent après un certain nombre de besoins et d'applications. Et nous avons également un réseau qui est donc national et qui couvre pas la totalité du réseau ferré, mais une grande partie du réseau ferré, et qui sert à gérer l'exploitation et la circulation des trains, et donc qui s'appuie sur le système GSMR, et qui est un système européen qui est interopérable puisqu'il est connecté avec nos amis frontaliers. Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, alors déjà, il faut préciser qu'il existe plusieurs types de perturbations. Il y a le problème de coexistence qui a été mentionné tout à l'heure par Sarah. Donc, qui est pris également très en amont, notamment grâce à l'intervention des SNCF Réseau dans des institutions comme la CEPT pour pouvoir tenir compte de ces problèmes de coexistence avec des systèmes qui utilisent des fréquences proches du système GSMR, et également des problématiques qui sont plus des problèmes de brouillage. Là, ce sont des systèmes, effectivement, des problématiques qui sont liées à des problèmes soit de brouillage volontaire, des brouilleurs, par effet de dégâts collatéraux, je dirais, puisque ce n'est pas forcément le ferroviaire qui est ciblé, il y a d'autres applications. Et on sait que les systèmes de brouillage sont souvent largement, donc ça a tendance à déborder sur nos bandes de fréquences. Et puis également, on peut être confronté à des problématiques d'équipement défectueux qui va donc également déborder en fréquence sur nos bandes de fréquences. Alors concrètement, comment ça se matérialise au niveau des transports ferroviaires? Il faut savoir que ce système est utilisé à la fois pour des communications de type voix, pour assurer les communications entre les utilisateurs, les centres de contrôle qui sont installés au sol, et les conducteurs. Mais également, on utilise ces systèmes-là ponctuellement pour de la transmission de données. Et donc, en fonction des besoins et des applications, l'impact va être différent sur la circulation des trains. Donc concrètement, quand on est face à un problème de brouillage, de perturbation, ça peut entraîner dans certaines circonstances à des réductions de vitesse pour pouvoir effectivement tenir compte de la problématique. Ça n'empêche pas la circulation des trains en tant que telle, mais ça impacte fortement la régularité des circulations. Et vous pouvez même rouler sans radio, donc en ralentissant fortement le train, par exemple. Quand on dit sans radio, c'est assez générique comme terme, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on entend par sans radio? Si la perturbation est vraiment un problème de brouillage ou de coexistence localisée, encore une fois, ça va dépendre de la taille de la zone perturbée, de la durée. Donc, on va appliquer effectivement des réductions de circulation.
si la notion de pas de radio adresse plutôt une problématique de panne, typiquement une panne de l'équipement bord, ça peut entraîner effectivement jusqu'à l'arrêt de la circulation. Et là, encore une fois, on ne va jamais arrêter un train en pleine voie pour des questions de sécurité. On va toujours faire en sorte que le train soit amené à une gare pour pouvoir effectivement prendre en compte les mesures d'exploitation alternatives. Merci. Est-ce que éventuellement vous pouvez détailler les protocoles qui sont mis en place, non seulement voilà, bien sûr pour traiter ces enjeux de brouillage, mais aussi pour effectivement les détecter? Alors oui, tout à fait. Donc, nous, notre système s'appuie sur un système qui est supervisé, donc qui permet de pouvoir identifier des pertes de trafic ponctuelles sur une zone donnée. Donc ça va être une première détection qui va nous permettre de pouvoir identifier un problème. Deuxième source d'identification, ça va être les plaintes qui vont être remontées par les conducteurs, qui vont nous dire ça ne fonctionne plus à tel endroit. Et donc, en fonction de la corrélation entre ces deux remontées d'informations, on va donc procéder à des tests ponctuels, des tests d'appel, en appelant tout simplement un conducteur d'un train qui se trouve dans la zone. Et puis après, on a également d'autres moyens d'investigation, en utilisant, soit en dépêchant une équipe pour aller faire une mesure spectrale, parce que là, quand on commence à envoyer quelqu'un sur le terrain, c'est clair, on commence à sentir qu'il y a vraiment une suspicion particulière de brouillage. Ça peut être également l'utilisation des trains. On a des trains qui sont instrumentés, qui circulent de manière périodique sur le réseau, à la fois sur les lignes classiques et sur les lignes à grande vitesse. Alors qu'il ne faut pas que de la mesure radio, ces trains servent aussi à contrôler tout ce qui est géométrie de la voie, contrôle de la caténaire, etc., mais qui permettent également de faire de la mesure radio pour pouvoir faire du lever de doute et pour essayer de caractériser. Et quand on est confronté à un problème effectivement identifié, à ce moment-là, effectivement, en fonction de la nature du problème, on doit soit effectivement mettre en place des solutions de contournement technique, soit, quand il s'agit d'un brouilleur externe identifié, on va donc remonter ce problème auprès de la NFR via ce qu'on appelle, ce que vous appelez communément une demande d'instruction de brouillage, une DIB, et qui permet de pouvoir effectivement remonter le problème. Et après, donc, la NFR va dépêcher une équipe de mesure sur le terrain pour après caractériser, identifier la cause du brouillage et pouvoir apporter les remédiations. Donc, je profite pour remercier également, comme Sarah, donc la NFR pour sa grande activité dans le traitement de ces problèmes de perturbation, puisqu'effectivement, nous avons à chaque fois été très très satisfaits de votre activité dans le cadre de l'intervention. Est-ce que vous C'était pas prévu. Et est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose concernant tout ce qui est mis en œuvre et sera mis en œuvre pour protéger l'exploitation ferroviaire, ou est-ce que Catherine, vous souhaitez dire quelque chose sur le ferroviaire éventuellement? Non, sur le ferroviaire, je pense que c'est vous qui êtes bien présenté. Ce sont des enjeux de sécurité, donc c'est vrai que ce sont des brouillages pour lesquels on intervient en priorité. Pareil pour l'aviation civile, les réseaux du ministère de l'Intérieur, la météo, ce sont des brouillages sur lesquels quand on a des demandes d'instruction de brouillage, on va les mettre en priorité parce qu'effectivement, c'est très important. C'est de la même manière pour tout ce qui est fréquence de détresse pour le maritime aussi, parce qu'on a toujours des brouillages aussi. Dans le ferroviaire, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir aussi des évolutions avec de la 5G verticale ou industrielle pour différentes applications et notamment un nouveau réseau de sécurité aussi en 5G. Donc peut-être, on sera toujours vigilant si on a des plaintes, et puis on essaie aussi. On continuera notre pédagogie aussi pour éviter autant possible les brouillages pour eux et pour tous les utilisateurs, tout ce que je peux dire. Parfait. Je propose qu'on revienne un petit peu sur Orange pour évoquer un autre pan du sujet qui n'a toujours pas été abordé ce matin, qui est celui des IMSI catchers. Donc là, je me tourne vers Stéphane Tella qui traite de ce sujet chez Orange pour que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste, parce que ça peut être la source de brouillage, et également si vous, chez Orange, vous avez par exemple dernièrement eu affaire à des problèmes de brouillage issus d'IMSI catcher. Merci. Alors effectivement, en 2022, Orange a détecté, c'était une première européenne, une nouvelle façon de procéder des fraudeurs pour envoyer des SMS de phishing, qu'on reçoit malheureusement beaucoup sur nos téléphones. Alors, ils utilisaient un IMSI catcher. Quelques mots historiques. Un IMSI catcher, historiquement, c'est utilisé par les forces de l'ordre et les services de renseignement. En France, typiquement,
l'importation, la détention, l'utilisation est particulièrement réglementée. Alors, ces équipements, petite explication technique sur les IMSI-Capture, vont simuler une station de base. Une station de base, c'est l'antenne que vous voyez sur les immeubles, l'équipement qui sert à l'émission et à la réception radio. Ça simule cet équipement-là pour essayer d'attraper, pour catcher doublement, pour catcher des téléphones, pour ensuite faire les actions qu'ils ont à faire. Donc, en l'occurrence, dans le cas de fraude à Paris et en Ile-de-France, ces équipements ont été conçus et vraiment développés dans le but d'envoyer des gros volumes de SMS. Alors, le prix de ces équipements en 2022, lorsqu'on a travaillé sur l'affaire, c'était entre 20 et 40 000 $. Le mois dernier, en Thaïlande, les opérateurs et les forces de l'ordre thaïlandaises ont fait une nouvelle saisie avec un équipement qui vaut 5 000 $. Alors, c'est vrai que ça commence à devenir très abordable pour beaucoup de personnes. Des équipements qui étaient quand même historiquement réservés aux forces de l'ordre. Alors, et alors, quel impact ça a sur votre réseau, de manière très concrète, ces indicateurs? Alors, effectivement, il y a un impact pour nos opérateurs, mais également pour nos clients. Pour nos clients, c'est une perte de réseau. Quand vous êtes capturé par cette fausse station dans cette indication, quand vous êtes capturé, vous n'êtes plus sur le réseau légitime, plus d'appels entrants, plus d'appels sortants, plus de SMS, y compris les appels d'urgence. Ils ne sont plus disponibles. On parle aussi des IoT. Sur la fraude passée, 25% des victimes, c'était des cartes SIM qui étaient dans les machines-to-machines IoT. Donc, on parle aussi d'équipements qui peuvent être médicaux, qui peuvent être dans vos voitures, aussi un impact là-dessus. Même quand vous n'êtes pas attrapé par ces équipements, mais que vous êtes dans l'entourage proche de quelques mètres, dizaines de mètres, ou centaines de mètres, ça dépend de la puissance de l'équipement, vous êtes également impacté parce qu'il y a une dégradation de la qualité. Pour le client, ces équipements, petite spécificité de ces équipements, c'est qu'ils permettent de changer le nom de l'origine du SMS. Donc, quand vous recevez un SMS fabuleux, qu'il arrive avec le nom marqué Amélie pour la carte vitale ou le nom de votre banque, vous avez tendance à penser quand même que c'est un SMS légitime. Pour nous, opérateurs, les impacts sont bien sûr l'utilisation de nos fréquences, l'utilisation illégale de nos fréquences. Donc, bien sûr, grosse perturbation, interférence, grosse perturbation, dégradation de nos indicateurs de qualité de service. On a également, alors ça c'est très spécifique à la 4G, quand vous vous déplacez en téléphonant, vous voulez bien sûr que votre communication est dure. Donc il y a des sauts de cellules, des sauts en gros d'antenne à antenne, qui s'appellent les handovers. Alors, en 2G, 3G, tout ça a été géré à peu près manuellement. En 4G, de par le nombre important de sites, de cellules, tout ça est géré automatiquement par le système. Et donc, automatiquement, ça veut dire faire une nouvelle fausse station de ce IMSI-Catcher à Paris, il y a création d'informations dans notre système, et donc perturbation pour le client, mais y compris quand l'équipement frauduleux n'est plus arrivé. Y compris à ce moment-là, il y a encore des perturbations. C'est nettoyé automatiquement par nos outils, mais ça reste quand même un certain temps. Donc, peut-être qu'il y a une photo qu'on peut partager. Voilà, comme ça, c'est tous les sites, tous nos sites de 4G, Paris, Île-de-France, qui ont été impactés en quelques jours. Là, je pense qu'il y a 2-3 jours de passage. On est tourné sur la fraude 2022-2023. Alors, les personnes ont été arrêtées avec l'aide de la NFR et des forces de l'ordre, bien sûr. Mais en tout cas, pendant les jours où ils passaient, en 2-3 jours, vous voyez quand même que le nombre de sites 4G impactés. Donc, ils vont avoir un impact sur tous les clients qui sont en couverture de ces sites-là, est quand même très, très, très important. Typiquement, si on parle de fréquence, cet équipement a été composé d'une fausse station qui est sur 4G pour capturer les équipements 4G qui travaillaient sur 4 bandes de fréquences en même temps, donc 800, 1800, 2100, 2600, et en parallèle une fausse station de 2G. Pourquoi 2G? Parce que ça permettait effectivement d'attraper des victimes, les envoyer en 2G. En 2G, on peut envoyer un SMS plus facilement, puisque la 2G, ça c'est une faute originelle de la technologie 2G de l'époque. Authentification et chiffrement optionnel. Donc c'est plus facile d'envoyer un SMS sur la 2G. Il y a en 2G également 4 fréquences utilisées, donc nous brouillons l'intégralité de la bande 3G. Donc durant tout le déplacement de ces équipements frauduleux, on avait 4 bandes de fréquences, mais pour les 4 opérateurs, les 4 opérateurs étaient impactés en même temps sur 4 bandes de fréquences, plus les bandes de fréquences 2G. Donc un très gros impact sur tous nos clients et nos équipes. Et alors, dans ce genre de situation, entre autres, comment est-ce que votre rôle s'articule avec la NFR, d'une part, et puis d'autre part avec les 3 autres grands opérateurs? Alors, effectivement, ce phénomène se produit dans beaucoup de pays du monde actuellement. Et donc, il est indispensable pour nous de faire intervenir la NFR pour constater, pour nous aider à localiser, et les forces de l'ordre pour procéder à l'arrestation de ces personnes. Ça, c'est le cas dans tous les pays du monde, et obligatoire, on est obligé de passer par là. Alors nous, ce qu'on va apporter sur le cas de déplacement dans Paris, de notre ville de France, c'est effectivement des informations de localisation
déplacement, mais d'autres informations plus techniques, de paramètres qui permettent à l'ANFR, qui permettent aux forces de l'ordre de mieux cibler ce qu'ils cherchent. Donc on a ce besoin de partager ces informations que nous seuls possédons en tant qu'opérateurs pour pouvoir effectivement procéder aux affaires. Parfait. Je vois que le temps file. Je vais encore poser 3 questions, puis ensuite je laisserai à la salle et aux personnes à distance l'opportunité de poser des questions. Donc on a touché un petit peu du doigt le sujet tout à l'heure, mais j'aimerais vous poser à plusieurs d'entre vous une question concernant les risques d'un brouillage du GNSS. Donc tout ce qui peut être de GNSS, pardon, on entend à la fois le GPS et Galileo, entre autres. Les risques de ce type de brouillage sur les communications électroniques. Est-ce que, par exemple, Catherine, vous souhaitez un petit peu nous en toucher quelques mots? Deuxième micro, est-ce qu'il est branché? C'est bon. Oui. Merci. On a parlé du brouillage GPS, Galileo, enfin GNSS, c'est le nom générique en fait, des systèmes de navigation par satellite. Il y a aussi le NAS, c'est le Baidu chinois, donc le GPS américain, et Galileo européen. On a vu les effets que ça peut avoir effectivement sur des services type aviation civile, mais c'est la même chose aussi pour le maritime, pour la localisation, mais il y a aussi des effets de synchro, puisque le GPS sert à apporter des données de synchronisation, d'horloge de temps très précises, et également de localisation. Et on oublie très souvent, on ne sait pas, c'est comme faire de la prose sans le savoir, on ne sait pas forcément qu'on utilise du GPS pour son horloge, pour sa synchronisation, son data center, de ses communications électroniques, y compris les réseaux Tetra, mais en particulier dans les réseaux qui ont besoin de synchronisation très 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 fine, comme la 4G ou la 5G en mode TDD, et notamment dans les réseaux industriels, on utilise plutôt cette technologie-là. La synchronisation est souvent apportée, pratiquement toujours par le GPS, d'ailleurs des sources alternatives, mais en tout cas une perte du GPS par brouillage, avec un certain temps, il y a quand même une résilience plus ou moins importante sur les équipements, mais au bout d'un certain temps, peut créer effectivement un brouillage très conséquent du réseau, d'un dispositif du réseau. On a traité récemment donc, une antenne 5G d'un opérateur mobile qui ne pouvait plus l'utiliser parce que tous les jours, il avait une perturbation des signaux, de la réception GPS. Alors, on a imaginé toutes sortes de choses avec nos capteurs et autres, et en final, c'était... parce que ça peut arriver aussi, c'était de la saturation. Donc, cette antenne GPS était trop proche d'antennes de téléphonie mobile qui ne sont pas dans la même fréquence, 800 et autres, mais du fait de leur force et du fait que les capteurs GPS sont très sensibles, pouvaient brouiller. Et juste pas pour faire plus peur, mais le GPS est très utile, mais il est effectivement très très faible en niveau signal, 1 million de fois plus faible que ce qui sort de votre téléphone. C'est ce que vous recevez sur votre téléphone au niveau GPS, sur n'importe quel récepteur. Ça travaille dans le bruit. Donc n'importe quel petit brouilleur acheté sur Internet à 10 € pour mettre dans sa voiture parce qu'on a un tracker, ça va brouiller 500 mètres autour, 2 km au-dessus. On a quand même des cas autour des aéroports qu'on traite régulièrement et ça peut gêner aussi des ferries sur un port. Donc c'est très très important de bien sensibiliser au fait que ces matériels sont totalement interdits, ont des effets collatéraux qui ne sont pas voulus, parce que c'est pour éviter éventuellement que son employeur sache qu'on est, mais les effets collatéraux sont graves, peuvent être potentiellement très dangereux, économiquement aussi gênants, mais également les risques qu'ils ont au niveau pénal, 6 mois de prison, 30 000 € d'amende. Donc on sensibilise à tout ça parce que les effets d'une perte GPS, et notamment sur les réseaux de communication électronique, sont effectivement très importants, très graves, et donc il faut non seulement effectivement prévenir, et l'autre message, c'est tous les utilisateurs de réseaux, notamment la 5G industrielle, les nouveaux opérateurs qui arrivent qui se mettent dans le métier des opérateurs de façon un peu nouvelle, on va dire, doivent aussi s'intéresser à ces risques de brouillage du GPS, mais également d'autres brouillages de leur fréquence, et commencer à regarder, avoir une surveillance du réseau, comme les opérateurs peuvent le faire. Donc il faut vraiment être vigilant. La détection d'un brouillage ou d'une suspicion de brouillage, c'est la première réponse pour pouvoir à la fois mettre un mode alternatif, alerter l'ANFR et y mettre fin. C'est différent des attaques informatiques classiques qui viennent souvent très très loin. Les brouillages, ça vient d'un équipement plus ou moins loin, selon la propagation.
Généralement sur le sol français, si c'est aux frontières, on demande à nos voisins, agences du spectre, de le faire. Mais on a 98% de cas, dans 98% des cas, on trouve la source de brouillage, on y met fin. Donc voilà, donc c'est quelque chose, autant peut-être les attaques informatiques, on n'ose pas trop en parler, autant les brouillages, il faut les signaler. Voilà. N'hésitez pas à compléter, sinon deux dernières questions qui sont un petit peu liées, mais comment ça s'organise la lutte contre le brouillage dans le cadre de la préparation des JO, je pense notamment voilà, comment ça s'organise au sein de la NFR, mais pas que, et puis aussi la lutte contre les drones malveillants, qui est un sujet, je pense, qui va pas mal nous occuper au cours des prochains mois. Est-ce que quelqu'un veut en toucher deux mots? Ou alors... Côté navigation par satellite, je peux en dire un mot. On a mis en place une action, on a une coordination interministérielle à navigation par satellite en France qui fait un gros travail auquel Catherine participe, j'y participe aussi. On a mis en place un certain nombre d'outils pour essayer de pouvoir prévenir les opérateurs qui pourraient être impactés de perte de signal GPS, soit par interférence, soit aussi il y a une autre source, on n'en a pas parlé, mais qui est un peu moins embêtante, mais qui en ce moment fait l'actualité, c'est ce qu'on appelle les orages solaires. Vous vous rappelez des aurores boréales qu'on a eues sur la France il y a pas longtemps, là, au mois de mai. Donc ça représente une forte activité solaire qui peut aussi impacter le signal de navigation par satellite. Donc pour les JOP, on a souhaité mettre en place des outils d'information au cas où on aurait des pertes sensibles, soit par interférence, soit par orage ionosphérique. Je veux bien rajouter sur les JO, effectivement, la NFR pour les fréquences, c'est un rôle important à la fois préventif et curatif pour faire en sorte que les fréquences utilisées sur les JO, donc on va comparer 2024, donc les fréquences utilisées pour la diffusion des épreuves sportives, mais également la sécurisation des jeux, la logistique et toutes les fréquences qui peuvent être utilisées. Donc on mobilise, et on a déjà mobilisé depuis pas mal de temps nos équipes pour préparer. On va se renforcer avec des équipes d'autres agences de contrôle du spectre de pays voisins qu'on a formées, également d'autres administrations, également des étudiants d'écoles d'ingénieurs ou d'IUT, pour avoir sur le terrain à la fois des matériels qu'on installe et des équipes en charge à la fois de la prévention, c'est-à-dire étiqueter les équipements radio qui peuvent rentrer, les caméras sans fil et autres, pour vérifier qu'elles sont conformes. Elles ne sont pas étiquetées, sinon si elles ne sont pas conformes, elles ne rentreront pas dans les plans de fréquences qui ont été faits spécifiquement, parce qu'il y a un besoin de fréquences très très important, notamment pour les médias, et également traiter les brouillages qui pourraient intervenir pendant les JO. Donc on se met en ordre de bataille, on a participé à des événements tests, on a encore participé la semaine dernière à des tests techniques avec Paris 2024. Voilà, donc, et pour la lutte anti-drone, il y a des décrets, il y a un décret, un arrêté, il y a des autorisations effectivement pour les services étatiques de la défense, pour la défense nationale, de pouvoir lutter contre les drones malveillants. Il y a des études d'impact qui sont faites, on est prévenu, une étude d'impact est faite par la NFR pour vérifier les impacts potentiels collatéraux sur les autres utilisateurs du spectre, si effectivement les risques des brouillages, notamment brouillage de montée de drone du GPS, et ensuite effectivement avec cette étude d'impact, celui qui veut faire ce brouillage donc a ces informations, et également ceux qui pourraient avoir des effets collatéraux peuvent se préparer. Donc tout ça est géré de façon très coordonnée. L'idée, c'est qu'on n'intervienne pas pour un brouillage autorisé étatique avec nos équipes pour essayer de le résoudre. Ce serait malvenu. Merci beaucoup. Donc maintenant est venu le temps des questions de la salle et à distance. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez intervenir. En tout cas, je vois qu'il y a une question désirée qui peut être intéressante dans le chat, qui est comment faites-vous pour distinguer les catcheurs utilisés par les forces de l'ordre et ceux des escrocs? On recherche, c'est dans le cadre de cette fraude SMS, fichier, c'est des IMSI-catchers, des stations de base qui sont utilisés pour envoyer un volume important de SMS, donc une présence longue dans la journée
présence, le nombre de victimes très important, une différenciation complète avec l'utilisation légale et officielle et réglementée des identifications officielles. Donc nous, on est sur une recherche de présence longue, de volume important. Juste pour compléter, c'est pas une recherche qui se fait toute seule par l'opérateur. L'opérateur donne pas mal d'indications. Il y a les services, effectivement, la gendarmerie, la police aussi est impliquée dans ces actions, mais il y a la gendarmerie cyber, donc et la NFR. Donc on est avec des entités qui peuvent, dans le cas où ce serait un multi-capture autorisé, on va l'éviter. Voilà. Mais c'était vraiment, le cadre était suffisamment précis par Orange, pour voyez des brouillages. On savait effectivement que c'était des choses illégales, et donc la recherche était vraiment bien orientée. Une autre question qui est comment les Corses, Continuously Operating Reference Station, des réseaux Teria et Orphéon sont-ils impactés par le brouillage? Comment sont-ils protégés pour maintenir la qualité de géopositionnement des travaux de génie civil? Alors, je pense qu'ils sont plus ou moins protégés. Ce que je peux simplement dire, ces réseaux, par contre, sont très intéressants aussi parce qu'ils peuvent effectivement voir l'état de la réception GPS. Mais je pense que ça serait Teria ou IGN qui peuvent répondre sur les capacités. Après, les réseaux d'amélioration du GPS, type RTK et autres, justement, sont là pour pouvoir filtrer un certain nombre de choses. Mais par contre, simplement, en France, on a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est le réseau RGP qui met à disposition sur toute la France des informations sur l'état de la réception GPS et qui sont disponibles. Et voilà, en cas de brouillage, on les voit. Par contre, je ne sais pas comment ils y résistent. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé ce matin, c'est les objets connectés. Est-ce que c'est quelque chose, cette multiplication des objets connectés qui vous préoccupe dans le domaine des transports, chez Orange, à la NFR? Et donc, côté transport ferroviaire, ça fonctionne, oui. Côté transport. Oui, parce que l'on est mieux là. Ouais, donc, côté transport ferroviaire, effectivement, le sujet objet connecté est pris très à cœur, hein, puisqu'effectivement, ces objets peuvent être placés, utiliser des bandes de fréquences qui sont proches de nos systèmes télécoms. Donc, à ce titre, en fait, on participe activement à tout ce qui est travaux, notamment qui ont été menés à la CEPT pour pouvoir effectivement identifier les risques et éventuellement apporter des contributions en termes de solutions techniques de manière à pouvoir effectivement éviter d'être perturbé. Je dirais simplement que c'est plus on a d'usagers, plus on a d'usage, plus on a d'équipements, plus on a forcément de risques. Ce que disait Orange aussi, Sarah, c'est très vrai, c'est la qualité des équipements aussi à la base. Il y a l'usage qu'on en fait, les règles à suivre, et ensuite les équipements qu'on utilise, la manière dont on les utilise, la maintenance. Il y a des règles qui dérivent des directives européennes. Pour les équipements radioélectriques, c'est les directives RED. Mais il ne faut pas oublier la directive CEM, compatibilité électromagnétique, pour tout équipement électrique et électronique. On a des brouillages par des ascenseurs, on a des brouillages par des alimentations électriques, on a des brouillages par des lampes LED, des câbles qui sont mal blindés. Donc, plus il y a de multiplication, finalement, plus il y a de risques. Il y a aussi des équipements qu'on utilise des fois qui sont US, donc dans des fréquences US. Si vous avez un portique RFID en fréquence US, vous brouillez la téléphonie de tout le quartier. On a même eu des brouillages par des tags RFID dans des vêtements non désactivés qui réagissaient aussi aux fréquences RFID US qui, elles, tombent dans les fréquences opérateurs mobiles. Et donc, le sac à main dans le salon dont la fenêtre donnait sur une antenne relais sur l'immeuble d'en face était activé et en retour brouillait et ça suffisait à brouiller suffisamment l'antenne. Donc voilà, donc évidemment, plus il y a d'objets, plus il y a de choses, plus il faut aussi que les gens sachent que les fréquences, ça ne s'utilise pas de façon anodine. Tout le monde doit être très investi et connaître la réglementation pour ne pas être source de brouillage soi-même.
Bonjour à tous et merci. Je me demandais dans quelle mesure il est possible de sécuriser, d'empêcher le brouillage d'un site physique. Cage de Faraday, alors par contre, vous ne recevrez rien, vous émettrez rien à l'extérieur, mais vous pouvez faire une petite cage de Faraday. Oui. Voilà, après, ça n'empêche pas si c'est un brouillage peut venir de l'intérieur, hein, si vous avez des équipements, si vous avez des lampes à l'extérieur et non, si vous avez des équipements industriels, la CEM, la compagnie électromagnétique, c'est quelque chose qui est géré, mais c'est vraiment des enjeux qui doivent être pris en compte au début, dans les projets. Quoi. Je ne vois pas autre chose. Hein. En tout cas, pas de brouilleur, c'est interdit. Oui, pardon, je peux me permettre, je voudrais rajouter, on a parlé des brouillages, c'est le but aussi, c'est le but de la réunion, de tester les petits déjeuners, mais comme plusieurs collègues ont dit, il ne faut pas non plus avoir peur, dans le sens que, tout à l'heure je disais, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de monde qui veut avoir du spectre, on parlait de l'IoT. Il faut aussi se rendre compte que les produits qu'on utilise sont robustes quand même. Il y a des niveaux de brouillage différents. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit brouillage que c'est fini, que ça ne marche plus. Donc, effectivement, la cage de Faraday empêche le brouillage, mais empêche aussi d'émettre finalement à l'extérieur. Donc, voilà, il y a des mécanismes aussi qui font que jusqu'à un certain niveau, on est capable de réagir et de ne pas dégrader notre service. Je voudrais poser des questions concernant l'innovation qui sont en cours pour améliorer la résilience des systèmes de brouillage, que ce soit SNCF, les aéronefs, les innovations en cours. Ouais, l'innovation dans les avions, c'est très compliqué parce qu'un avion est certifié, les pilotes sont formés sur cet avion et dès qu'on change les certifications, il faut former tout le monde. Donc sur les avions qui sont actuellement utilisés, il n'y a pas d'innovation, mais on fait avec ce qu'on a et puis on va faire évoluer les procédures. Par contre, je suis absolument certain, ça a été évoqué tout à l'heure, que les constructeurs maintenant prennent en compte ce risque d'attaque, hein, il n'y a pas de trop d'attaque cyber ou brouillage GPS, etc. Donc ça, c'est effectivement pris en compte. Et nous, nos actions au sein d'Air France, c'est aussi de sensibiliser les pilotes. C'est très nouveau, hein, on n'a pas dans nos formations, ça fait 30 ans que je fais de l'aviation, on n'a jamais parlé d'attaque possible, de mettre en doute un signal, on met en doute un signal sur sa qualité, on ne met pas en doute un signal sur sa véracité et sur est-ce qu'il a été brouillé, est-ce que c'est une attaque malveillante. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pour compléter, peut-être en termes d'innovation, on a beaucoup parlé de GPS, on en a très peu parlé de Galileo parce qu'il n'est pas utilisé encore tellement dans l'aviation. Mais moi, j'étais à Montréal la semaine dernière, on a un groupe d'experts sur le système de navigation pour l'aviation civile, et on a pris une décision historique qui est de commencer à normaliser un signal de Galileo qui est authentifié. Donc c'est un signal qui s'appelle OSNMA, c'est un signal ouvert qui est authentifié, et ça intéresse finalement maintenant, alors que nos collègues étrangers étaient assez réticents, même les Américains sont très intéressés, pour qu'on puisse utiliser à terme ce type de signal-là, et qui, lui, par ses capacités d'authentification, permettrait d'éliminer facilement une partie des leurrages qu'on observe actuellement. Donc voilà, c'est des axes d'innovation qui vont prendre du temps. Alors après, on pourrait accélérer aussi un peu en mettant ça dans des fonctions alternatives de l'avion, comme l'électronique flyback que les pilotes utilisent. C'est une tablette que les pilotes utilisent pour avoir la documentation. Donc ça pourrait être rentré plus rapidement que ce qu'on croit, au moins pour donner un avis aux pilotes, avoir au moins un signal authentifié à bord de l'avion. Bonjour, Vincent. Ouais, peut-être pour compléter la question sur le sujet innovation au niveau du transport ferroviaire, donc effectivement, SNCF Réseau travaille actuellement sur des sujets 5G pour faire évoluer un certain nombre de réseaux vers cette nouvelle technologie. Donc le sujet, effectivement, perturbation, brouillage est bien entendu pris en compte à sa source, à sa base. Après, comme vous faisiez signaler tout à l'heure, Catherine, quand on est face à un brouillage,
il n'y a pas vraiment de contre-mesure. Après, ce qu'il faut qu'on fasse, effectivement, ce qu'on fait actuellement, c'est de prendre en compte des solutions de résilience, de redondance, et aussi de tenir compte que le média radio n'est pas un média parfait et que donc la couche applicative doit pouvoir accepter effectivement un niveau d'indisponibilité de service qui, encore une fois, doit être limité à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est pris en compte actuellement dans les travaux en cours. Je voulais juste rajouter au niveau innovation, il y a l'innovation dans la réponse. C'est-à-dire qu'à l'NFR, on est dans l'innovation constante de nos techniques d'ingénierie du contrôle du spectre. On investit dans des équipements nouveaux, on a des capteurs spécifiques pour les gens qui ont des voleurs GPS dans leur véhicule, pour mettre au bord des routes. Voilà, donc, et ça nous permet d'attraper ces utilisateurs indélicats qui causent des problèmes par ailleurs, voilà, des avions notamment. Et on investit aussi dans des équipements pour aller, parce qu'il y a des nouveaux usages, des nouvelles fréquences, donc on étudie, on met en place des nouvelles méthodes, on partage avec nos homologues d'autres pays pour déterminer des best practices, des pratiques, les meilleures pratiques. On essaie de travailler aussi sur tout ce qui est sensibilisation pour éviter à la base l'achat de brouilleurs notamment. Et puis également, voilà, on a ces équipements, on a les méthodes aussi, et également tout ce qui est le côté, je dirais, légal. Donc on travaille aussi pour regarder si notre cadre légal est suffisant et s'il faut l'adapter, le cadre réglementaire, pour être en mesure de répondre à la menace grandissante. Je ne sais pas si ça répond, mais la NFR aussi, je ne sais pas si c'est d'innovation, mais en tout cas, elle travaille avec les utilisateurs du spectre dans toutes ces instances dont on a parlé au niveau international ou européen, pour chaque fois qu'il y a des nouvelles évolutions, prendre en compte pour prévenir autant que possible. Après, le risque zéro n'existant pas, il y a les méthodes alternatives, il y a la résilience et il y a alerter la NFR. Et donc, nous, on essaie d'avoir les méthodes les plus adéquates, les outils les plus adéquats et les capacités. Il faut qu'on ait les capacités qui soient toujours là pour pouvoir répondre effectivement au risque de brouillage qui augmente. Bonjour, colonel Nicolas Duvillage, gendarmerie nationale. Alors, j'avais un témoignage pour compléter la réponse à monsieur tout à l'heure, et puis une question. Un témoignage, c'est comment éviter les brouillages. Alors, ça ne va peut-être pas répondre à votre besoin à vous, mais outre les cages de pare-brise, il y a aussi du brouillage entre des lignes naturelles en fonction des zones de fréquence. En Guyane, par exemple, le couvert végétal peut perturber assez largement les transmissions de données ou les communications de la gendarmerie quand on est en pleine forêt. De la même façon, on est au risque d'enfoncer des portes ouvertes quand vous êtes en souterrain. Il y a certaines gammes de fréquences, plus vous descendez, moins ça passe. Sous la mer, c'est la même chose. Après, je ne suis pas sûr que ça réponde à votre besoin. Et puis, il y a aussi les chambres anéchoïques ou anéchoïques, je ne sais pas comment on dit. Il y a certains industriels qui sont équipés de salles, voire de hangars. Alors, évidemment, c'est très coûteux, et ça répond à des usages particuliers. Ça, c'était pour le témoignage. Concernant ma question, vous avez évoqué tous à tour de rôle des attaques ou des brouillages ou des leurrages délibérés pour des usages militaires dans certaines zones du monde. À des fins d'escroquerie, on a cité la fameuse affaire de l'IMSI Catcher sur laquelle les policiers et la gendarmerie ont été très engagés aux côtés de la NFR et je vous en remercie. Je voulais savoir si, alors peut-être pas en France, parce que je pense que vous espérez qu'on sera au courant, mais peut-être en dehors des frontières françaises, ou à l'époque en France, est-ce que vous avez connaissance d'autres brouillages ou leurrages délibérés et pas accidentels? Et si oui, quelle est la typologie de ces brouillages délibérés hors du cadre militaire ou étatique? Dans les instances, je participe à des instances européennes et internationales sur les brouillages, et je dirais que la plupart des cas de brouillage ne sont pas offensifs, donc je n'ai pas d'autres exemples en tête actuellement. Bien sûr, les brouilleurs, après, c'est plus ou moins offensif. Si je fais juste un effet collatéral d'un brouillage, on peut penser isolé, alors que ça va beaucoup plus loin, mais on peut avoir autre chose, donc ça, l'utilisation de brouilleurs. Et puis la Finlande, par exemple, qui a des voisins, mais là, finalement, ça rentre dans le cadre, et qui donc, du coup, est très sensible à superviser son GPS. Voilà, j'ai pas d'autres exemples comme ça en tête.
Oui, non, chez nous non plus, dans l'aérien, on n'a pas d'exemple vraiment à vous donner, parce qu'en fait, un brouillage délibéré, déjà c'est compliqué, c'est coûteux, c'est risqué, parce que dans l'aviation, évidemment, on pourrait très bien imaginer, on parlait tout à l'heure de matériel pour brouiller un signal. Si c'est un passager qui est dans l'avion, le matériel est tout de suite beaucoup moins sophistiqué. Par contre, les risques sont assez énormes, je n'ai pas besoin de le préciser. Et pour un résultat assez médiocre finalement, parce ça va juste déconnecter un système et puis on va en utiliser un autre. Donc, si on veut parler de minutes de terrorisme, c'est pas, en termes d'études de risque, c'est pas un risque majeur, c'est un risque qui est considéré comme négligeable chez nous, en tout cas pour ce qui est brouillage. Après, en termes de fréquence, le brouillage le plus simple comme on est, et on l'a très régulièrement, c'est quelqu'un qui prend un poste VHF et qui est pareil, qui ne coûte rien sur le marché, et qui va essayer de parler aux avions. C'est très facile d'envoyer de faux messages. C'est arrivé très récemment en Algérie. Ça peut arriver en France, ça peut arriver un petit peu partout. On est très sensibilisé à ça. Et en général, dès qu'on a un doute, dès que l'information qu'on nous transmet est quand même plutôt douteuse, qui n'est pas habituelle, on va lever le doute avec d'autres fréquences. Et puis, on en a attrapé aussi. Hein. On transmet pas souvent, mais oui, peut-être il y a 2 ans, un jeune qui avait l'idée saugrenue de parler au pilote. Il a été attrapé avec les gendarmes, donc c'est pas une très bonne idée de toute façon. Mais sinon, dans des exemples étrangers, alors c'est pas forcément offensif, mais on a parlé des brouillages GPS de petite ampleur avec des brouilleurs embarqués et autres, où le monsieur qui dans sa maison avait des brouilleurs multibandes bon GPS et qui brouillait les hélicos du SAMU, parce qu'il pour des raisons inconnues, on va dire, je pense qu'il y a un effet collatéral le dépassait par ailleurs. En Hollande, il y a quand même eu un cas, mais c'est pas offensif non plus. Mais par contre, c'est disons pour la protection de la vie privée, hein, les brouilleurs GPS, les gens disent c'est pour ça. Et un super yacht en Hollande qui avait mis en service son brouilleur anti-drone, donc assez puissant, on va dire, puisque tous les navires sur l'Escaut avaient perdu leur GPS et leur AIS, donc l'anti-collision, ça a été résolu très vite, en moins de 2 heures par l'agence du spectre hollandaise. Ça avait des impacts aussi plus loin, hein, au niveau de l'aviation également, donc voilà, il faut éviter que les VIP aient des envies d'utiliser ce genre de matériel, mais on les trouve très vite, mais voilà, donc la sensibilisation est importante. Oui, bonjour, Eric Lefebvre, je suis conseiller technique à la Direction nationale de la police judiciaire, d'office anti-cybercriminalité. Évidemment, tout ça nous intéresse beaucoup. Et précédemment, j'ai été responsable du contrôle du spectre au CSA, qui est devenu l'ARCOM. J'ai quelques questions pour l'aviation civile et pour la NFR. Pour l'aviation civile, qu'en est-il par rapport à la compatibilité avec la bande FM actuelle, toujours 87.508? Parce que quand j'étais au CSA, on avait de nombreux problèmes avec les radios FM qui étaient en bout de bande, c'est-à-dire au-delà de 107.5, et qui produisaient des perturbations sur les bandes ILS ou via leurs harmoniques sur les bandes des VOR. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? C'est la question pour l'aviation civile. Et pour la NFR, qu'en est-il? Parce que lorsque j'étais responsable du contrôle du spectre, au CSA, on a eu beaucoup de problèmes dans la bande 1 de télévision, entre 47 et 68 MHz, avec des téléphones de salon, entre guillemets, qui étaient utilisés par des entreprises avec de grosses puissances et qui mettaient le bazar dans la bande 1, qui était séparant entre la télé et d'autres applications militaires. Voilà. Je laisserai Catherine répondre pour ce qui est de la protection des fréquences, c'est plus son domaine que le mien. Moi, je peux parler en tant qu'utilisateur. Donc déjà, pour la fréquence FM, par exemple, on parlait tout à l'heure de parler aux pilotes, hein, des fréquences qui sont utilisées. Il y a un nouveau système qui se développe qui s'appelle le CPDLC. C'est une façon de communiquer avec les contrôleurs en data link, donc sur des messages écrits, un système qui est récent, donc sécurisé, donc qui se développe un peu partout dans le monde. Et c'est souvent notre moyen de lever le doute pour un dialogue avec les contrôleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'ILS,
Donc c'est le système, un système pour atterrir, Instrument Landing System, qui est aujourd'hui notre moyen principal et qui est en train de dériver un peu sur les systèmes d'atterrissage par GPS. Alors pourquoi ça dérive? Parce que c'est très tentant, parce que la ILS, c'est une antenne qui est 2 fois plus grande que la salle, plusieurs antennes qu'il faut sécuriser, qu'il faut entretenir, qu'il faut payer, c'est très coûteux. Un système d'atterrissage par GPS, une fois qu'on a payé l'abonnement satellite, c'est gagné. Donc voilà, aujourd'hui on peut avoir la perturbation de l'ILS, on va utiliser le système GPS, on a la perturbation du système GPS, on utilise l'ILS. Et je sais qu'il y a un plan, notamment en France, de remplacer ces ILS par les GPS. Donc aujourd'hui, je pense que tous les acteurs déjà fait partie. D'ailleurs, se pose la question de savoir si est-ce que vraiment on va faire disparaître l'ILS complètement, est-ce qu'on va passer en 100% GPS. Je ne suis pas bien sûr que ce soit une super idée. Aujourd'hui, à Beyrouth, à Tel Aviv, on ne se pose plus en GPS. On utilise le bon ILS avec les antennes. Donc, je vais laisser Catherine pour peut-être. Alors, sur les questions précises de cette bande FM, moi, je n'ai pas vu de quel brouillage, mais je n'ai pas forcément la vision précise de tout. Mais il faudrait voir avec l'aviation civile, effectivement, cette problématique dont vous parliez de la bande 85, je ne sais plus, 87. Voilà, donc voir s'il y a effectivement peut-être encore quelques problématiques. Par contre, au niveau des téléphones de salon, je pensais des téléphones DECT, c'est ça. Déjà, il y a de moins en moins de problèmes avec les téléphones DECT non conformes ou US, je suppose que c'était ça. Et vraiment, c'est des problèmes qui disparaissent. On avait eu ça beaucoup aux Antilles aussi, parce qu'il y avait beaucoup de téléphones DECT utilisés. L'ANFR a fait pas mal d'opérations pour effectivement faire en sorte que cet usage de téléphone illégal qui brillait se diminue. Et maintenant, c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement plus jamais. Merci infiniment pour vos interventions. Vous pouvez applaudir nos intervenants, même si vous êtes en distanciel. Oui, merci, parce que je crois que nous avons participé à un petit déjeuner Cyber particulièrement intéressant et assez, je dirais, innovateur par rapport aux problématiques qui sont posées, dont on parle finalement assez peu. On en parlera peut-être un peu plus avec les JO, on va voir. Mais je voudrais, avant de remercier de manière particulière nos intervenantes et nos intervenants, vous dire qu'à l'agenda, le 19 juin matin, ici, nous aurons l'Agora du FIC, l'Agora avec des parlementaires, avec un certain nombre d'acteurs publics et privés, sur le thème investissement étranger dans le numérique, moteur de la réindustrialisation de la France, point d'interrogation. Bon, alors vous savez, est-ce que c'est Choose France ou est-ce que c'est Choose French Tech? C'est un vrai débat. Mais bon, nous en parlerons le 19 et le 26 juin, nous aurons notre prochain petit déjeuner Insider. Alors, maintenant, je me tourne vers nos intervenants, pour leur dire que le moment est assez exceptionnel. D'abord parce que vous êtes là, et parce que vous allez recevoir les premiers, le coin du Forum Insider. Vous êtes les premières, les premiers. Et ce coin, nous l'avons réalisé justement pour remercier nos intervenants, avec Janus à 2 têtes, le dieu du commencement et de la fin, le dieu des portes du transfert, et puis bien sûr derrière le logo Forum Insider. Voilà, et bien sûr Crédé, Considéré, Connecta, Cogita. Je crois dans l'espace numérique, Considéré, j'ai confiance dans l'espace numérique, je peux me connecter pour penser, parce qu'on est là pour penser, et nous sommes ici des penseurs, des penseuses, je suis du sort, parce que penseuse, c'est plutôt pour les cavaliers qui pensent les chevaux. Voilà. Eh bien, je vous remets le premier con. À vous. Voici. Alors, évidemment, Benoît Retournier va me dire qu'à distance, je ne peux pas lui envoyer un con. Il va le recevoir. Je vais confier un coin à la Malposte tout à l'heure et il le recevra. Alors, dans les délais qui sont des transmissions d'objets via le système postal. En tout cas,
merci à vous d'être intervenus. Merci pour le concours. Merci à vous d'être présents, soit physiquement, soit par à distance. Et puis, bien sûr, merci à l'équipe Alexa et Charles qui ont préparé ce petit déjeuner. Et donc, on vous dit à très bientôt, le 19 juin et puis le 26, si vous le voulez bien.